Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Cadre d'échange, RIM, frères et sœurs, bonsoir. Nous remercions tout d'abord l'intervenant, le candidat, M. Khan, de ce brillant exposé. En tout cas, un programme très, très riche, très détaillé, apparemment bien conçu. Moi, j'ai une inquiétude à partir même de, si vous voulez, de cet étalage de projet hein, pour la réussite ou pour l'élection, si vous voulez, de notre frère Khan. Cette inquiétude, elle est au niveau, si vous voulez, de ce combat ardu, hein, mais aussi noble, que vous prétendez livrer au lobby. Au lobby. Mais non pas seulement au lobby, mais attention, vous semblez aussi être animé et très engagé à vouloir remuer un peu la grande miette. La grande miette, je parle, si vous voulez, de l'armée. Et là, je pense que ces deux, si vous voulez, institutions, ou bien en tout cas l'une qui est légale, qui est celle de l'armée, et l'autre que nous connaissons, ce qu'elle est, sont, si vous voulez, des institutions difficiles à faire bouger, où elles portent des risques, en tout cas. Elles portent des risques. Bon, maintenant, je ne sais pas, certainement, je ne suis pas dans le secret de ce qui n'est pas dit ou ce que vous n'avez pas dit. Je pense que, en tout cas, il va falloir quand même apporter plus de clarté et d'action, dans le sens, si vous voulez, de la lutte contre ces lobbies, mais aussi de la restructuration de cette grande miette. Donc, s'il y a comment dirais-je, des choses à dire de plus précis, je veux dire de plus précis dans ce domaine-là. Bon, merci monsieur Simamadou. J'ai écouté, bon, vous avez parlé de la grande miette et des lobbies. La grande miette, c'est dans l'intérêt de notre nation. La Mauritanie est un pays multiculturel, multiethnique. Quand on est un pays multiculturel et multiethnique, il faudra que chacun et chacune se sente impliqué. La grande miette a besoin d'adversité, de diversité. Donc, il est important que les Mauritaniennes et les Mauritaniens se sentent impliqués dans l'armée, tous et toutes. Comme je l'ai dit, nous sommes confrontés à une instabilité mondiale. Cette instabilité mondiale, tout le monde le sait, peut mener le monde entier dans une catastrophe incommensurable. Donc il ne faut pas se résigner. Comme l'a dit Tite-Live, il faut oser ou se résigner. Nous, on ose parler de ça. C'est dans notre intérêt, c'est dans l'intérêt de la Mauritanie, de la nation mauritanienne, pour que nous soyons plus forts, simplement. Nous soyons plus forts. Sans ça, mais justement, d'autres acteurs vont venir perturber la quiétude en Mauritanie. Aucune armée au monde ne peut dire que non, on ne peut pas nous vaincre. D'ailleurs, comme le disent les sages, depuis l'Antiquité jusqu'à présent, les faibles sont toujours plus forts que les forts. Les faibles sont toujours plus forts que les forts, parce qu'ils sont beaucoup plus patients, plus persévérants et ont beaucoup plus d'astuces. Vous comprenez? Donc nous, notre nation, c'est une nation, nous voulons une nation homogène, une nation qui porte justement les couleurs de la nation, qui veuille aller loin dans le concert des nations. Si nous voulons aller loin dans le concert des nations, il faut qu'on se tienne la main. Moi, c'est le discours que je parle, de se tenir la main dans la main, unis, et puis que personne ne puisse s'intercaler entre nous. La Mauritanie doit être unie, forte, prospère. Oui, c'est comme ça que je vois la Mauritanie. Je ne la vois pas divisée, moi. Moi, je suis le fruit d'un métissage.
Vous comprenez? Donc moi, je ne peux pas avoir dans mes idées quelque chose qui cloche dans ce sens-là. Mes idées ont toujours été claires là-dessus. Je veux une Mauritanie unie, juste et prospère. Je suis le fruit d'un métissage, je suis un Kane, je suis un El Modinal. Donc pour moi, tout est clair. Tout est clair là-dessus. La Mauritanie doit rester ce qu'elle est, forte, unie, prospère, juste. La justice doit régner. Donc pour ça, il faudra que tout le monde se sente bien chez soi. Sans ça, c'est d'autres qui viendront déranger. Voilà, les lobbies pétroliers et gaziers dont vous avez parlé, mais c'est des lobbies qui existent un peu partout. Un peu partout, ça existe. Les lobbies, ils vont prospérer. Mais on va dire que nous avons intérêt à ce que notre nation gagne de ce que nous avons. Parce que ce n'est pas normal que les Africains ou les Mauritaniens soient indexés à l'étranger. Tout le temps, vous venez prendre notre pain et repartez chez vous. Mais nos ressources minières naturelles ne nous appartiennent pas. Nous n'avons que 10 ou 15%, parfois c'est 5% dans toutes les exploitations qui sont faites chez nous. Mais ça, si on ne le dit pas, ça veut dire que réellement, on est venu pour continuer la même politique. On est venu pour continuer la même politique. Moi, je n'ai pas une langue de bois. J'ai pas une langue de bois. Comme on l'a dit, comme l'a dit Winston Churchill, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Nous voulons un changement des mentalités. Nous voulons que les gens se tiennent la main, qu'ils soient unis, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils ne regardent pas derrière. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de revanche. Aucune revanche ne sera tolérée. Aucune. Les gens auront droit à ce qu'ils ont droit et puis chacun va travailler pour l'intérêt de la nation. Chacun va travailler pour l'intérêt de la Mauritanie, pour que la Mauritanie vive. C'est ça mon credo, c'est ça ma philosophie, c'est ça ma vision pour notre État, pour notre pays que nous aimons tous. Merci. Maintenant, s'agissant d'une autre, si vous voulez, réflexion, je suis parfaitement d'accord avec vous sur l'idée, effectivement, que, en tout cas pour ce qui est du développement de nos industriels, de nos industriels, l'épanouissement, si vous voulez, du capital de nos industriels ou bien de nos investisseurs, il doit être plutôt tourné vers le sud que plus vers le nord. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, vers le nord déjà, il y a, si vous voulez, une micro-industrie qui s'est bien installée, qui est très rentable et qui, n'est-ce pas, tend même à aller hors de ses frontières, et appuyée par une industrie très solide, mais aussi par une action diplomatique très poussée, très, très, très intéressante. De nos voisins du Nord, à savoir le Maroc et l'Algérie, qui sont en train de conquérir l'autre côté de la Mauritanie en faisant pont, bien sûr, sur nous. Ça, quand même, c'est quelque chose de pertinent. Mais quels sont pour ces industriels mauritaniens qui vont aller investir un peu plus au sud, quelles sont les garanties? Voilà, quelles sont les garanties, tant au plan de vue sécuritaire, de leur investissement, mais aussi sécuritaire, si vous voulez, de leurs biens et personnes, que vous préconisez pour qu'ils soient vraiment engagés à faire cet investissement, ou bien qu'ils soient motivés à faire cet engagement-là, surtout quand nous connaissons un peu tout ce qui se passe au sud de nous. Vous avez parlé du Mali, nous connaissons ce qui se passe au Burkina, en Côte d'Ivoire, tout ici proche de chez nous, le Sénégal. Voilà, donc en réalité, quelles sont les garanties sécuritaires, tant au plan de vue de l'investissement, au financier, que des biens et des personnes, pour que ces gens-là s'installent en toute tranquillité. Monsieur, si réellement, comme vous le savez, les Mauritaniens ne sont pas inquiétés en dehors de nulle part en Afrique. Nulle part. Ils ne sont inquiétés nulle part. Il y avait eu les événements de 89. Ça, c'est de part et d'autre qu'il y a eu des inquiétudes. Mais en dehors de cela, par exemple, de la Côte d'Ivoire jusqu'en Afrique du Sud, beaucoup d'industriels mauritaniens prospèrent.
Ça, il faudra être réaliste, dire les choses comme il se doit, et puis être cohérent dans ses propos. Voyez-vous, par exemple, quand vous allez au Congo-Brazzaville, les plus grands industriels du pain sont des Mauritaniens. Les plus grands industriels du pain sont des Mauritaniens. Allez-y en Angola voir les industriels mauritaniens qui sont là-bas, qui prospèrent. Hein? Mais donc, c'est pas seulement là-bas. Allez-y en Tanzanie, à Zanzibar. Hein? Allez-y ailleurs, au Mozambique. Hein? Allez-y au Ghana. Voilà, voyez-vous. Donc, un peu partout, nous sommes présents. Nous sommes présents par notre capacité de créer, notre pertinence dans les idées. Donc ça, on va les aider justement à s'installer davantage. Ils n'ont pas de risque à avoir, de peur à avoir à s'installer. Les Mauritaniens sont respectés, les Mauritaniens sont discrets, et donc ça ne peut que justement être en leur faveur. Et nous allons mener une politique diplomatique auprès des chefs d'État, des nations et des gouvernements de nos pays frères africains pour leur dire que d'ouvrir les portes pour les industriels mauritaniens. Parce que le marché mauritanien, il est étroit. Quand un marché est étroit, il n'est pas viable. 5 millions d'habitants, c'est un marché très, très, très étroit. Ça, il faudra que vous le sachiez, vous le comprenez déjà. Peut-être que vous voulez seulement avoir des informations supplémentaires, mais les Mauritaniens doivent se projeter, doivent sortir, doivent créer ailleurs. Donc aussi, il faudra qu'on le dise, si des industriels étrangers veulent s'installer en Mauritanie, il faut qu'on leur ouvre les portes. Il ne faut pas seulement que ce soit d'un seul côté. Quand les Mauritaniens industriels veulent aller créer ailleurs, là-bas, ils ont des opportunités. Mais quand un étranger veut venir créer quelque chose chez nous, on lui barre les portes. Non, ça, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour notre image, parce que les portes commenceront à se fermer au fur et à mesure. Et nous avons besoin de nos industriels pour qu'ils puissent aller fortement en Afrique pour montrer leur expertise, leur capacité à créer et pour enrichir aussi les nations et nous enrichir aussi, enrichir les nations où ils sont et enrichir notre nation. C'est ça le credo et c'est ça la vision et c'est ça la bonne politique pour nos industriels. Bonsoir Monsieur Khan, Yaya Mabel. Merci pour ce brillant exposé et puis bonne chance. Bon, j'avais une question à poser, je crois que Bingel Babam l'a posée par rapport à votre candidature. Est-elle sûre ou bien est-il sûr que vous serez candidat? Bon, parce que comme il y a des conditions pour l'être, ça c'est un. Deuxièmement, par rapport à l'enrôlement, vous en avez parlé que dès que vous serez élu, tous les Mauritaniens doivent s'enrôler. Alors, comment pensez-vous être élu alors que si la majorité de vos potentiels électeurs ne sont pas encore enrôlés? Ne fallait-il pas d'abord mettre ça en avant? D'abord, enrôlement, élection. Parce que sur qui allez-vous maintenant compter pour être élu si vos potentiels électeurs ne sont pas enrôlés, n'ont pas de carte d'électeur? Je trouve quand même très, très intéressant. Surtout le point qui m'intéresse le plus, en plus de l'économie, c'est les infrastructures routières. Franchement, bravo et chapeau. D'ailleurs, j'avais posé la même question à Khali lors de son intervention à l'Assemblée nationale. J'ai dit que dans toute la Mauritanie, il n'y a même pas un tronçon ferroviaire. Et alors qu'aujourd'hui, ça peut vraiment désengorger et désenclaver le pays. Vous en avez parlé. Et Allah wallah. Jaram. Yaya Mabel Sedija à Djarama. Bon, donc l'enrôlement, comme je l'ai dit, ça a été une grave erreur. Beaucoup de Mauritaniens ne sont pas enrôlés. Mais bon, pour moi, je suis Mauritanien. Je ne vise pas seulement une seule population. Moi, je vise tous les Mauritaniens. Je vise tous les Mauritaniens pour qu'ils votent pour moi. Moi, je ne suis pas ethniciste. Hein. Ça, il faudra le savoir. Je ne suis pas ethniciste. Moi, je ne pense pas seulement que c'est ma communauté seulement qui va voter pour moi ou ceci ou cela. Non. Je veux que tous les Mauritaniens votent pour moi. Qu'ils soient Haratin, qu'ils soient Maure Blanc, qu'ils soient Soninké, Wolof, Peul, tout. Et ça, je compte sur ça, sur la mobilisation, la capacité de sensibiliser. Ouais. Cause pour laquelle je parle d'une Mauritanie unie.
Moi, je veux que tous les Mauritaniens votent pour moi. Tous les Mauritaniens. Peut-être certains diront que non, cette communauté ne va pas voter pour toi, l'autre communauté aussi. Ceci, cela, il n'y aura que les peuples qui vont voter pour toi. Non, 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 non. Pour moi, dans mon esprit, dans mon entendement, c'est pas ça. C'est pas ça et c'est pas ce qui se fera. C'est pas ce qui se fera. Ça, il faudra qu'on le sache bien, qu'on le comprenne. Moi, je suis là pour sensibiliser tout le monde, tous les Mauritaniens. Et voilà, donc je suis dans cette dynamique et j'en suis convaincu que les Mauritaniens adhéreront. Les infrastructures, c'est fondamental. Un pays sans infrastructure, Yaya Mabel, ne pourra pas se développer. On peut faire du tout, mais sans infrastructure, il n'y aura aucun développement. Les infrastructures en Mauritanie, dans notre pays, sont des infrastructures défaillantes, euh, presque inexistantes. Et ça, je crois que les politiques qui ont été menées jusqu'à présent n'ont pas été réellement à la hauteur. Nous allons veiller à ce que justement qu'il y ait ce changement radical pour que qu'on ait des infrastructures normales, des infrastructures de dernier cri qui puissent nous convenir et qui conviennent à la nation mauritanienne, aux Mauritaniennes et aux Mauritaniens. Je vous remercie. Moi, je vais maintenir ma candidature. C'est une candidature juste, c'est une candidature que les gens s'apprécient. C'est un autre discours réaliste que je formule et qui est écouté, qui est entendu et qui est voulu. Je parle d'union nationale, je ne parle pas de revanche, je parle d'égalité, de justice, de prospérité entre les Mauritaniens. C'est ça ma vision des choses. Je ne suis pas là pour essayer de tirer sur les pieds des autres. Moi, je suis au-dessus des chapelles. Je suis au-dessus des chapelles. Mon peuple me comprend, mais tous les Mauritaniens, toutes les Mauritaniennes comprennent ma démarche. Et je crois que c'est ce dont ils ont besoin. Moi, je n'ai pas à me tirailler avec d'autres. Moi, j'ai envoyé ma candidature et je suis résolu à aller jusqu'au bout. Ceux qui veulent me rejoindre sont les bienvenus. Ils auront leur place auprès de moi. Je les accueillerai. Et je serai ouvert à leurs propositions. Je suis ouvert à leurs propositions. Pourvu que ce soit des propositions justes pour la Mauritanie, des propositions non revanchardes, des propositions non ethnicistes, des propositions qui veulent le bien de la Mauritanie pour que la Mauritanie devienne plus forte, égalitaire, juste et prospère. C'est ça dont j'ai besoin et c'est ça dont les Mauritaniennes et les Mauritaniens, toutes communautés confondues, ont besoin d'entendre, d'écouter et de faire réaliser. Voilà, donc c'est ma vision des choses et c'est une vision que je juge, à mon humble avis, juste pour toutes et pour tous. Bonsoir Hamdi, c'est Ibrahim Diallo Babaïl. Merci pour votre exposé, merci pour ce brillant exposé et merci également pour nous avoir donné à lire ou à entendre un programme que nous pensons vraiment salutaire pour la Mauritanie. Je vais essayer de vous poser une question qui abonderait un peu dans le même sens que la question de Yaya, avec une précision que je voudrais faire. Nous allons dans des élections, où la Mauritanie va dans des élections. Est-ce que l'issue de ces élections pourrait avoir un saut de légitimité? Voilà, un minimum de légitimité. Quel candidat pourrait sortir de ces élections et avoir la légitimité des urnes? Parce qu'on sait qu'il y a des Mauritaniens qui n'ont pas été enrôlés. Il y a des centaines de milliers de Mauritaniens qui ne sont pas enrôlés. Il y a encore des dizaines de milliers de Mauritaniens qui sont au Sénégal et au Mali, tout le monde le sait, tous ceux qui vont compétir le savent. On a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de Mauritaniens qui ne sont pas enrôlés, qui ne vont pas choisir celui qui va présider aux destinées de la future Mauritanie ou de la Mauritanie d'après ces élections.
Est-ce que dans ce cas-là, précisément, vous aurez la quiétude d'aller dans ces élections de battre campagne? Est-ce que vous, qui êtes très légitimiste, vous acceptez d'aller concourir dans quelque chose qui, a priori, est complètement faux et illégitime? Voilà des questions. Et je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre exposé. Et si vous y allez, je vous souhaite vraiment très bonne chance. Bonne soirée et merci. Allô, Babayel Jamniale. Bonjour, Babayel. Merci pour cette question. Bon, vous êtes quelqu'un de pertinent. Voilà. Donc, moi, en principe, je ne suis pas pour les boycotts. Ça, je vous le dis. Si, comme on le dit là, il y a Sheryl Sandberg qui a dit, si quelqu'un vous offre une place à bord d'une fusée, ne demandez pas de quelle place il s'agit. Montez et puis allez-y. Moi, ça, c'est une opportunité. Les élections, il ne faut pas les boycotter. Il faudra battre le fer avec des idées, avec une conviction. Et les Mauritaniens, c'est ce qu'ils attendent. Parce que quand vous boycottez, vous laissez la place libre. Et c'est ça que beaucoup souhaitent. Moi, je ne suis pas là pour laisser la place libre à qui que ce soit. Je vais battre le fer, je vais aller, je vais avec mes idées, et je crois que les Mauritaniens et les Mauritaniennes y adhéreront. Je suis convaincu que le changement, l'alternative est là, elle est possible et elle est souhaitable. Notre État, notre nation en a besoin. Parce que 63 ans déjà, nous avons vu qu'il y a beaucoup de failles qui sont là. Beaucoup de failles. La Mauritanie aurait pu être beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Beaucoup d'États, au même titre que nous, les États qu'on dit au Moyen-Orient, dans les années 60, on était presque au même niveau. Peut-être même nous étions meilleurs. Et voyez où est-ce qu'ils sont. Maintenant, c'est eux qui nous donnent des financements. C'est nous qui tendons la main. Ça, ce n'est pas normal. Nous ne devons plus tendre la main à qui que ce soit. Nous avons les capacités, nous avons les moyens. Nous n'avons pas de complexe. Les Mauritaniens ne devront être complexés devant personne. Personne n'est supérieur aux Mauritaniens et personne ne peut nous donner des leçons. Nous devons être fiers de ce que nous sommes, de nos cultures, de nos traditions et de notre position géostratégique. La Mauritanie est un pays géostratégiquement bien placé. Donc, c'est un pays envié et enviable. Donc, nous devons tenir à ce que la Mauritanie continue à vivre, la Mauritanie prospère, que la Mauritanie soit unie, et puis que la Mauritanie relève la tête et puis regarde droit devant elle. Voilà, c'est ça mon message, et je suis convaincu que les Mauritaniens y adhéreront. Parce que nous en avons les capacités et les moyens. Nous en avons l'ambition, et la sagesse voudrait que nous continuions à battre le fer et puis à continuer à combattre les maux qui sévissent dans notre pays, parce que notre pays, c'est un pays qui est envié, qui est enviable. Mais les moyens n'ont pas été mis en place pour que cette réussite soit là. Elle peut l'être, et moi je suis convaincu que si je suis élu président de la République, les résultats se feront sentir dès les premiers instants. Allô, salam alaikum. Hamdine, merci beaucoup. Merci de ta réponse. Bon, je voudrais simplement quand même rappeler que moi aussi, je n'ai pas demandé à ce que quelqu'un boycotte les élections. On ne doit pas laisser main libre à ce régime, voilà, de continuer à faire ce qu'il fait, à continuer à faire dériver ce pays. Oui, il faut que tout le monde s'y mette. Ce que je demande, c'est que nous avons des Mauritaniens qui ne vont pas sacrifier, c'est-à-dire à ce devoir, qui est un des tout premiers devoirs citoyens, un des tout premiers devoirs que nous devons tous sacraliser. Voilà, choisir celui qui va prendre notre destin en main. Ce devoir-là, voilà, il n'est pas question de le laisser à certains et puis d'en priver d'autres. Voilà ce que je dis. Pour ce faire, j'invite l'ensemble de l'opposition, j'invite ceux qui, comme vous, comme moi,
pense que tous les Mauritaniens sans exclusive doivent participer à des élections qui décideront de l'avenir de la Mauritanie, de leur avenir, de leur futur, à se mobiliser et à imposer cela. J'invite également l'ensemble des Mauritaniens qui pensent comme vous et moi que tous les Mauritaniens ont le droit d'aller voter, d'imposer cela à la communauté internationale qui accompagne la Mauritanie dans ces élections. Et il le faut. On ne peut pas faire des élections et sortir de ces élections et dire qu'on a gagné ces élections sans qu'une bonne partie des Mauritaniens n'ait à avoir participé à ce choix. Ça, ce n'est pas possible. Ces élections, si elles sont appelées à priver des Mauritaniens de cette possibilité de choisir, seront complètement illégitimes. Celui qui sera élu à l'issue de ces élections va être complètement et totalement illégitime parce qu'une partie importante des Mauritaniens n'ont pas eu cette possibilité, n'ont pas été en tout cas invités à sacrifier à ce choix-là. Donc voilà ce que je dis. Par ailleurs, je réitère vraiment qu'on a besoin de personnes comme vous qui ont des visions, qui ont une expérience, qui projettent ce pays dans, on va dire, des lendemains qui sont en tout cas plus fastes que ceux que nous avons en tout cas vécu jusqu'ici. Merci beaucoup et je te renouvelle en tout cas tout mon soutien. Voilà, tout mon soutien et puis également mes encouragements. Babayel Seydi Diallo. Merci beaucoup, Babayel. Donc, j'ai bien compris, même ta première question, je l'avais bien saisi, j'avais compris. Donc, on est sur la même longueur d'onde. La même vision. Et puis, tous les Mauritaniens veulent une Mauritanie unie, forte. Parce que, voyez-vous, il faudra être réaliste dans la vie. Dans la vie, il faudra être réaliste et puis avoir une vision. Notre pays est un pays qui est un pays pour l'instant faible, démographiquement, et puis dans le domaine aussi des infrastructures, nous sommes faibles, dans beaucoup de domaines et dans le domaine de la justice. Ces problèmes doivent être résolus d'une manière juste, d'une manière équitable, parce que sans ça, voyez-vous, les États n'ont pas d'amis. C'est des intérêts. Et puis quand on voit une faiblesse dans un État, d'autres États vont essayer de s'attaquer à cet État. Il n'y a pas d'État qui ne va pas vouloir s'attaquer. Donc nous devons, vaille que vaille, veiller justement à la sécurité de notre État, à la défense de notre pays. Et tous les Mauritaniens sont unanimes, ils veulent le faire. Donc il faudra que l'État donne à la population les moyens d'être fiers de leur pays, de le soutenir. Lorsque nous avons été attaqués en 1976, mais vous avez vu comment nous avons réagi. Nous avions une armée qui n'était pas performante, mais au fil du temps, elle est devenue puissante. Au fil du temps, tout le monde s'était engagé, tout le monde a combattu couramment, vaillamment. Voilà, donc nous avons besoin de cette armée, nous avons besoin de cette sécurité, nous avons besoin justement de ce mélange, de ce brassage, dans tous les domaines en Mauritanie. Et ça, en tout cas, moi, j'y veillerai. J'y veillerai parce que nous n'avons d'autre patrie que la Mauritanie. Nous n'avons nulle part où ailleurs aller. Parce que là où nous irons, nous serons traités de Mauritaniens. Donc, c'est à nous de veiller justement à la pérennité de notre État, à la viabilité de notre État et à encourager l'État à ouvrir justement certaines choses, à ne plus être défaillant
dans certains domaines, à ne plus être défaillant dans certains domaines et à accepter qu'il y ait des changements. Dans la vie, comme l'a dit Bouddha, il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Donc, nous devons vouloir le changement, nous devons vouloir l'alternative. Et puis, il faudra du courage et de la volonté. Hein? Quand on a le courage, quand nous sommes déterminés et résolus, tout va. Donc, il faudra que les Mauritaniens le sachent. Nous avons besoin de ces éléments pour faire vivre notre nation, notre pays, nos communautés, et comme ça, vivre heureusement. Moi, Monsieur Dia, j'ai bien parlé de l'officialisation des langues. Peut-être vous ne l'avez pas écouté ou vous ne l'avez pas compris. J'ai parlé d'officialisation des langues. Donc, voilà, réécoutez ce que j'ai dit. Pour les parrainages, voilà, chacun cherche des parrains. Et il faudra le dire, le comprendre. Seul un parti, l'INSAF, a la capacité de donner des parrainages aux autres. Et peut-être Tawassul. Tous les autres partis n'ont pas la capacité d'avoir les parrainages nécessaires et suffisants. Donc nous allons passer par les voies normales en espérant qu'il n'y aura pas de blocage pour avoir nos parrainages pour l'élection présidentielle. Mohamed Diallo, bonsoir. Merci pour vos questions. Moi, je suis indépendant. Je suis indépendant. Je ne suis affilié à aucune mouvance à l'heure actuelle. J'étais à l'HDMR, vous le savez. Je suis un militant politique depuis toujours. Depuis l'école, depuis le collège, j'ai été avec les Khadihin. Ouais. Donc, lorsqu'on éditait Sayhat al-Madloum, la voix de l'opprimé, j'étais à Rosso. J'étais à Rosso. Donc, tout ce que les étudiants qui venaient nous inculquer, les idées justement démocratiques, venaient de l'université de Dakar. Donc, j'ai toujours été un militant. Voilà. Donc, et puis, il y a certains qui sont partis rejoindre le Front Polisario, le Petit Rouge. Et puis, il y a d'autres qui sont décédés après. Bon, moi, j'ai toujours été militant pour une cause juste en Mauritanie, pour que la Mauritanie aille de l'avant. Donc, cause pour laquelle, lorsque j'étais ici au lycée, il y a eu justement la privatisation, non, la nationalisation de la MIFERMA en Société nationale industrielle minière. Lorsqu'il y a eu l'Ouguia, nous étions fiers, contents. Nous avons manifesté ici à Nouakchott. J'étais au lycée en ce moment. Vous voyez. Donc, j'ai toujours été un militant politique et très regardant pour la bonne cause, pour la Mauritanie, pour que la Mauritanie aille de l'avant, pour qu'une Mauritanie juste et prospère soit là. Donc, disons-le, les politiques qui sont menées par l'État ne me conviennent pas. En tant qu'économiste, ne me conviennent pas. Je ne vois pas justement le développement de notre pays, alors que le pays devrait être sur de bons rails. Mais beaucoup de choses sont défaillantes. Au point de vue, je les ai soulignés, au point de vue des infrastructures, au point de vue de l'enseignement, au point de vue de l'éducation, de la culture. Voyez-vous, les langues nationales aussi devront être valorisées. Oui, valorisées. Nous n'avons que 4 langues. Et ça, c'est une force. Un pays où il n'y a qu'une seule langue, nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas ailleurs. Et puis même dans d'autres pays, au Maroc, il y a combien de langues? Il y a 2 ou 3 langues. En Algérie, il y a 5 langues. Le Chlaoui, l'Amazigh, le Berbère, le Kabyle et puis l'arabe. Ils ont reconnu des langues nationales, des langues de travail en Algérie ou au Maroc. Voyez-vous, dans d'autres pays arabes, ils parlent et l'anglais et l'arabe, et des langues de travail. Nous ne pouvons pas déroger à la règle. Nous devons être... D'ailleurs, plus quelqu'un parle de langue, plus il est puissant. La personne qui parle le plus de langues est la personne la plus puissante.
parce que tu comprends l'autre, tu es tolérant, tu es visionnaire, tu es accepté ailleurs. Oui. Donc il ne faudra pas avoir cet esprit étroit. Les Mauritaniens ont un esprit large. Un esprit large et les Mauritaniens sont tolérants. Donc ça, il faudra qu'on le comprenne, qu'on veuille en discuter, qu'on règle ces petits problèmes qui existent dans notre société pour que la Mauritanie devienne plus forte, unie et prospère. C'est ça mon credo et j'en suis convaincu que les Mauritaniens, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils veulent entendre et ce qu'ils veulent voir dans la vie de tous les jours. Voyez-vous, Ousmane, merci beaucoup pour la question. Il faut savoir convaincre. Il faut savoir convaincre. Moi, je suis un marchand d'espérance. Je suis un marchand d'espérance et avec les idées que j'avance, avec la compréhension de la population, des Mauritaniennes et des Mauritaniens, moi, je dis que ce projet est viable. Voyez-vous. Donc, ce projet est viable parce que nous croyons en des rêves. Nous croyons en des rêves et puis au changement, à la dynamique de la population. Comme le disait Eleanor Roosevelt, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Donc nous avons un beau rêve pour la Mauritanie, nous avons de l'imagination, nous avons une clairvoyance, une prospective pour la Mauritanie pour les années, les 20, 30, 50, 100 prochaines années. Ce n'est pas seulement pour 5 ans, 1 an, 2 ans, on ne travaille pas pour ces petites échéances. Nous travaillons pour le long terme pour la Mauritanie. Et puis les Mauritaniennes et les Mauritaniens, c'est ce dont ils ont besoin, de clairvoyance, de vision prospective, et pas seulement du tâtonnement. Nous ne voulons pas du tâtonnement, nous voulons quelque chose de juste et durable pour la Mauritanie, pour que la Mauritanie vive et prospère. Toujours dans le cadre de la question de Ousmane, dans la vie, il faudra savoir arriver et puis avoir un but. Il faudra de la volonté. La volonté de la volonté, comme le disait Heidegger. La volonté de la volonté. On dit que cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on y arrive, ce qu'on le fasse. Et nous le ferons. Nous le ferons avec la volonté, avec la grâce de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec l'appui des Mauritaniennes et des Mauritaniens, avec notre volonté commune. Tous ensemble réunis, nous allons changer le cours des choses et puis la Mauritanie ira de l'avant, la Mauritanie sera respectée, la Mauritanie sera un État où il fera bon vivre. Oui, vous avez SH, monsieur SH ou madame SH. Vous avez parlé de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Voilà, je l'ai dit dans l'exposé. L'abolition de l'esclavage a été promulguée 2 fois dans notre pays. Mais il y a des survivances. Et ces survivances seront combattues correctement, dignement. Et l'État fera de sorte à ce qu'il n'y ait plus de survivance de l'esclavage. Nous sommes tous égaux devant la loi. Nous devrons être tous égaux devant la loi, devant la justice. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle certains seront plus au-dessus que les autres. Tous seront au même pied d'égalité. La justice sévira pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on aura un État fort, un État juste, un État viable. Parce que s'il y a la justice penche d'un seul côté, il faudra savoir que il y a un danger. Il y a un danger. Et puis, je crois que 99% des Mauritaniens veulent une justice. Et puis, il n'y a pas... Toutes les communautés sont dans la même barque. Dans la même galère. La même galère. Et tout type, qu'il le veuille ou non, est engagé dans la galère de son temps. La galère de notre temps, c'est l'unité nationale, le pacifisme humanitaire, l'égalité, la justice, parler de l'enseignement, parler de l'alimentaire. Ça veut dire que la Mauritanie ne devrait jamais être un pays dépendant agricolement. L'autosuffisance alimentaire devrait être la règle. 5 millions d'habitants, c'est pas grand-chose. Et puis, comme vous le savez, parmi les terres les plus arables au monde, il y en a 4 pays. Ça veut dire qu'il y a 4 endroits au bord du fleuve Sénégal. Il y a en Californie, il y en a au Pakistan, et il y a les terres
en Ukraine, ou bien qu'on appelle la région du Donbass. Tchernoï Zeml, ça veut dire les terres noires du Donbass. Vous voyez? Et puis, nos terres aussi sont des terres noires. C'est des terres très, très, très riches. Donc, nous négligeons ce que nous avons. Et ce que nous avons ici peut faire d'ailleurs de la Mauritanie un pays exportateur. Il ne faudra pas, peut-être beaucoup de Mauritaniens ne le savent pas, l'agriculture, on ne peut pas faire seulement qu'au sud, on peut le faire à l'est. Nous allons aider les industriels mauritaniens, les agriculteurs mauritaniens, ceux qui sont dans le pastoralisme, à faire de l'agriculture aussi. À faire de l'agriculture, parce que l'agriculture peut se développer dans l'Est mauritanien. Et puis, il faudra reconnaître que nous avons dans le Nord la capacité de développer l'agriculture, parce que de la Mauritanie au Soudan, c'est une terre de mer douce, d'eau douce. C'est une mer d'eau douce, de la Mauritanie au Soudan. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est connu. Donc, l'agriculture peut être faite en bonne et due forme dans le Nord de la Mauritanie. Et ça, nous allons veiller à ce que l'agriculture soit développée là-bas. Tout ce qui pousse dans le nord, en Afrique du Nord, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, peut pousser dans le nord de la Mauritanie. Nous allons veiller à développer cette agriculture avec des moyens qu'il faut pour que nous soyons des exportateurs. La Mauritanie en a les capacités, en a les moyens, et puis notre terre est vaste. Nous sommes le 10e pays africain par la superficie. Nous sommes plus grands que l'Égypte. Donc, cette capacité, cette superficie, nous allons la mettre à profit pour notre nation, pour notre pays, pour nos communautés. Ousmane, merci beaucoup, mais je viens de parler de ça justement. Moi, je ne veux pas qu'une seule communauté vote pour moi. Je suis mauritanien, toutes les communautés doivent voter pour un candidat qui est censé devenir le président de toutes les Mauritaniennes et de tous les Mauritaniens. C'est par le programme qu'on doit choisir. On ne doit pas choisir par la couleur de la peau, par l'ethnie ou bien par autre chose. C'est par justement la politique ou bien le projet politique. Le projet politique et le projet politique que je porte, c'est un projet unitaire, un projet juste, un projet pour la Mauritanie de demain. Quand on a des projets qui veulent justement revenir sur certaines choses et qui ne veulent pas regarder en avant, ça c'est des choses qui vont entraver justement le développement du pays, l'égalité du pays, la justice pour le pays. Et moi, je ne suis pas dans ce cadre. Je suis pour justement la résolution des problèmes pacifiquement. Et ces problèmes, il n'y aura pas de revanche dans quoi que ce soit, mais ce sera résolu pacifiquement, d'une manière juste, honorable. Et nous allons pardonner, mais nous n'allons pas oublier. Nous pardonnerons, mais nous n'oublierons pas. C'est ce que j'ai dit dans mon exposé. Dans les livres d'histoire, ce sera étudié pour que plus jamais qu'en Mauritanie, que ce qui s'est produit dans les années de Brest de 89 à 93 ne se reproduise. Et la Mauritanie, c'est un pays métis. Qu'on le veuille ou non, c'est un pays métis. Aucun des Mauritaniens, aucun d'entre nous ne peut dire que je suis pure souche, ceci, cela. Non, ça n'existe pas. Aucun d'entre nous. Nous sommes tous des métis et nous devons continuer à nous métisser, nous devons tenir à notre métissage. Donc, en se respectant les uns et les autres, en veillant sur les droits des uns et des autres, et que chacun ait par exemple, ce qu'il doit avoir. Et ce qu'il doit avoir. Chaque Mauritanien doit vivre normalement, humblement, mais normalement, correctement, et puis d'une manière honnête, de partage. Les pays dont on parle qu'ils sont riches, les pays du Moyen-Orient, que ce soit le Qatar, Abu Dhabi, Bahreïn, le Koweït ou bien l'Arabie Saoudite, ont développé leur capacité, par exemple, industrielle. Mais ces États ne sont pas plus riches que la Mauritanie. Si la Mauritanie était bien gérée, nous allions être meilleurs que, de loin. Et quand on va là-bas dans ces pays, on est traité pour des moins que rien. Toutes les communautés mauritaniennes, on est traité pour des moins que rien. En Arabie Saoudite, on traite les Mauritaniens de chats. Oui, on traite nos compatriotes de chats en Arabie Saoudite. Vous comprenez? Donc ce mépris-là, on doit le dégager. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Nous devons être fiers de nos cultures. Nous devons être fiers de notre pays. Nous devons être fiers tout simplement d'être Mauritaniens.
C'est ça la réalité des choses. Nous ne devons jamais tendre la main. En temps normal, la Mauritanie ne tend pas la main. Mais ces dernières années, là où on est en train de tendre les mains. Alors que les capacités que nous avons, agro-pastorales, halieutiques, minières, gazières, pétrolières, devront faire de la Mauritanie un pays de choix. Tel n'est pas le cas et nous allons renverser la vapeur, nous allons renverser les tendances. Et ça, on en a les moyens, les capacités intellectuelles, la fermeté dans les décisions et la volonté avec l'accompagnement de notre peuple. Si le peuple décide de nous accompagner, nous irons très bien, très loin et nous mènerons la Mauritanie très loin. La Mauritanie, c'est un pays de brassage de culture et c'est un pays d'histoire qui remonte à très loin. Donc ça, il faudra que les Mauritaniens le sachent et soient fiers de ce qu'ils sont. Justement, vous avez posé la question sur l'environnement. L'environnement est quelque chose de très important et nous allons veiller à ce que l'environnement soit au cœur de notre action. La Mauritanie a une couverture végétale d'à peu près 5%. Et justement, il y a un projet justement pour une ceinture verte. La Mauritanie est défaillante là-dessus. Nous allons veiller à ce que la Mauritanie soit redynamisée dans cette ceinture verte et nous allons créer des usines aussi, justement, parce que l'eau, quand on parle d'environnement, on parle aussi d'eau, on parle d'électricité. L'eau ne viendra pas seulement du sud de la Mauritanie, mais là où il y a capacité, par exemple, de forage d'eau, et puis, comme je l'ai dit, dans le nord, il y a une mer d'eau douce. Cette eau sera exploitée par la Mauritanie et sera aussi pour l'agriculture en Mauritanie, dans le nord de la Mauritanie, et ce sera aussi pour l'alimentation des villes et des villages en Mauritanie. Beaucoup de villages mauritaniens n'ont pas d'eau. Et ça, c'est pas normal. On a vu déjà cette année qu'il y avait une sécheresse hydrique ici à Nouakchott. Ah oui, les Nouakchottois mouraient de faim. Il y a eu beaucoup de vidéos là-dessus. Et ça, ce n'est pas normal pour un pays qui a justement le fleuve Sénégal, où il y a des installations Aftout El Saheli qui ont été faites, mais que justement, ça ne fonctionnait pas. Et ça ne doit plus jamais se reproduire. Des pays qui n'ont aucun accès à l'eau, qui alimentent leur population normalement, la Mauritanie qui a une capacité hydrique, n'arrive pas à alimenter ces populations, 5 millions d'habitants. Ça, nous allons pallier. Il y aura justement de l'eau un peu partout en Mauritanie, un peu partout. Tous les campements, tous les villages, toutes les villes seront alimentées normalement, jour et nuit, 24 heures sur 24. Il y aura les installations éoliennes et des installations solaires qui seront installées. La Mauritanie a une capacité solaire, l'une des capacités solaires les plus importantes au monde. Donc ça, nous allons veiller à ce que, justement, les industries solaires et éoliennes soient bien installées en Mauritanie. Il y a les industries aussi de l'hydrogène. Maintenant, on en parle de plus en plus. La Mauritanie en a des capacités et ça peut être un pays exportateur, un très gros pays exportateur. Des moyens de l'État seront mis à contribution pour justement développer ces industries naissantes. Et il faudra le dire, la Mauritanie pourra exporter, pas seulement en Afrique, mais en Europe aussi. Donc ça, c'est des politiques dynamiques qu'on va faire, des politiques volontaristes pour que la Mauritanie s'en sorte. Et les Mauritaniens auront de l'eau, de l'électricité aussi chez eux. Et à un moindre prix. Parce que les prix sont exorbitants pour l'électricité ici en Mauritanie. Sont exorbitants. Et les Mauritaniens le vivent difficilement. Pas seulement pour l'électricité et l'eau, mais d'ailleurs dans l'alimentaire. Les Mauritaniens vivent très, 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 très mal. Ça, ce n'est pas normal pour un pays de 5 millions d'habitants avec toutes les capacités dont regorge la Mauritanie. Donc, au point de vue environnemental, les normes internationales seront tenues, mais nous allons développer les industries pétrolières et gazières. Ça veut dire ce que l'Europe a fait au 19e et 20e siècle pour son développement industriel, nous allons le faire. Nous allons profiter de nos ressources minières pour nous développer.
Nous allons profiter de nos ressources minières et halieutiques pour nous développer. Des ressources agricoles, des ressources pastorales. Toutes les ressources existantes en Mauritanie feront de la Mauritanie un pays où il fera bon vivre, un pays aisé. Lors de mon exposé, j'ai parlé aussi des conditions de vie de la population. Lorsque je parlais des infrastructures, j'ai omis de souligner le manque justement de moyens de transport. Le manque de moyens de transport qui est criant pour les populations. Sachez-le que c'est des millions d'heures de travail de perdus. Des millions d'heures de travail de perdus. Donc je vais créer des sociétés nationales pour le transport. Réseau de transport Nouakchotois, réseau de transport du Gorgol, réseau de transport du Tirizamour, de Dakhlet Nouadhibou, du Tagan, de l'Assaba, de Houd, du Trarza, d'un peu partout, du Brakna. Vous comprenez? Ah oui, ça, ce sera créé. Parce que c'est des millions d'heures de travail de perdu. Les travailleurs, ceux qui se lèvent tôt, avant d'avoir un taxi, il faudra qu'ils attendent 2 à 3 heures de temps dans la rue. Ça, ce n'est pas normal. Et c'est un manque à gagner pour la nation, pour les populations, pour l'État et pour globalement la Mauritanie. Donc ça, c'est une défaillance terrible. Allez-y dans Nouakchott, vous allez voir. Et puis ça, ce n'était pas normal. Un transport normal doit être créé. Cause pour laquelle j'ai dit que le ferroviaire, le transport aérien et puis le transport routier sera développé, et le transport public. L'État prendra en charge justement le transport public. Des bus, des trams seront créés, des trains seront créés, des trains dans la ville. D'autres États le font. Pourquoi pas la Mauritanie? Il ne faut pas attendre de voir ailleurs pour commencer à imiter. Faisons-le, prenons l'exemple d'autres États qui sont plus développés et qui se projettent. Il faudra que nous sachions nous projeter dans l'avenir. On ne peut pas vivre au jour le jour, d'année en année. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas développer notre État. Et avec toutes ces richesses que nous avons, nous devenons de plus en plus pauvres. Les populations se paupérisent davantage. Il y a une petite minorité de 2 à 3% qui vivent au-dessus qui dépensent des centaines de milliers d'ouguiers par jour, alors que d'autres ne peuvent pas vivre avec 100 ouguiers par jour. 100 ouguiers par jour. Et c'est vraiment lamentable pour notre pays, c'est honteux et c'est vraiment terrible. C'est terrible. Regardez comment nous vivons dans Nouakchott. À l'intérieur du pays, on n'en parle même pas. Ça devrait disparaître définitivement de nos mentalités, de notre vision, de notre entendement. Dans la vie, il ne faut rien craindre. Il y a certains qui craignent le changement, qui disent qu'ils vont disparaître, mais non. Il y a cause pour laquelle ils se recroquevillent sur eux-mêmes, alors qu'ils ont besoin d'ouverture. Nous n'allons pas nous recroqueviller sur nous-mêmes. La Mauritanie n'a pas à se recroqueviller sur elle-même parce qu'elle s'est répandue. Elle a fait l'histoire d'une partie de l'Afrique. Donc elle était ouverte, conquérante. Mais il y a certains qui veulent se recroqueviller sur eux-mêmes. Ils ont peur. Mais non, la peur n'a pas droit d'existence ici en Mauritanie. Il y a certains, comme le disait un proverbe chinois, quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Nous devons construire des moulins à vent, pour que la Mauritanie vive, pour que la Mauritanie prospère, pour que la Mauritanie aille de l'avant, et puis que la Mauritanie soit flamboyante, visible, écoutée, entendue. C'est ça dont nous avons besoin pour notre pays. Et puis seule l'unité nationale, seule la concorde, seule la justice et l'égalité peuvent nous donner ces éléments qui sont le moteur de notre nation. Chères sœurs et frères, je vais vous dire seulement que nous avons besoin d'une Mauritanie unie, forte, prospère et juste. Donc, il ne faudra pas tout le temps chercher les fautes. Comme le dit Henry Ford, ne cherchez pas la faute, mais cherchez le remède. Nous devons chercher le remède pour guérir la Mauritanie de ces maux. Ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, nous pouvons aller très loin.
Nous pouvons faire de la Mauritanie ce qu'elle devrait être et ce qu'elle fut et ce qu'elle sera. Ensemble, les Mauritaniennes et les Mauritaniens devront se tenir la main en aidant justement les jeunes, en aidant les femmes, en créant les conditions pour une vie meilleure. Dans la vie, comme le disait Thierno Bokar, le sage de Bandiagara, si l'on tue par les armes l'homme qu'anime le mal, personnellement, je n'admire qu'une seule guerre, celle qui a pour but de vaincre en nous nos défauts. Parmi ceux-ci, l'orgueil reste le plus malfaisant. Donc le mal qui a existé, qui était là, et qu'on doit soigner, doit être revu et puis soigné correctement. Le mal doit être combattu par les armes du bien et de l'amour. Quand l'amour détruit un mal, ce mal est tué pour toujours. La force brutale ne fait qu'enterrer provisoirement le mal qu'elle veut combattre et détruire. Or, le mal est une semence tenace. Une fois enterrée, elle se développe en secret, germe et réapparaît plus vigoureuse encore. Donc nous, le mal qui a existé en nous, dans notre pays, doit être combattu par l'amour, la fraternité, la justice, l'égalité. Comme ça, les Mauritaniens verront qu'on a un pays fort, un pays viable, un pays où il fera bon vivre pour les enfants, pour les générations à venir. Parce que nous, il faudra qu'on fasse tout pour que la Mauritanie soit pérennisée, pour que la Mauritanie reste ce qu'elle fut, ce qu'elle était et ce qu'elle devrait être. Ça, c'est mon credo, c'est ma vision et j'en suis convaincu qu'on peut le faire. En se tenant la main, les Mauritaniennes et les Mauritaniens pourront venir au bout de certaines choses et se développer comme toutes les autres nations. Nous avons plus de capacités, plus de ressources que beaucoup d'autres pays. Comme je l'ai dit en introduction, la Mauritanie, c'est un scandale géologique. Mais il faudra que les Mauritaniens puissent voir le fruit de ces richesses. Ces richesses partent à l'étranger. Ces richesses ne servent à aucun Mauritanien, sauf à 2 ou 3%. Mais ça, ce n'est pas normal. Donc la Mauritanie, pour qu'elle vive, pour qu'elle prospère, pour qu'elle reste éternelle, il faudra que nous veillions justement à ces éléments. Ces éléments que j'ai énoncés tout à l'heure sont des éléments vitaux pour que vive la Mauritanie, pour que vivent les Mauritaniennes et les Mauritaniens, et pour que nous soyons seulement dans notre espace que nous connaissons depuis la nuit des temps. Et cet espace, c'est un espace qu'on doit protéger, qu'on doit viabiliser et qu'on doit chérir. Je vous remercie. Donc, je vous remercie vivement. Donc, le temps est écoulé. Et je vous dis merci pour l'écoute, merci pour l'attention. Et ensemble, nous construirons une Mauritanie juste, égalitaire, prospère, et une Mauritanie où il fera bon vivre. J'en suis convaincu que le projet que je porte est un projet correct pour la Mauritanie, est un projet qui veut que la Mauritanie rentre dans le concert des nations comme une nation transparente, une Mauritanie, une nation qui n'est pas, dont les éléments fondateurs sont la justice et l'égalité. Donc, vous pouvez me rejoindre. Je souhaite que vous me rejoigniez, que vous propagiez les idées, que vous les vulgarisiez, vous sensibilisiez les populations pour leur faire comprendre que ce que nous proposons est correct pour la Mauritanie et juste, pour que nous soyons plus forts, que nous soyons enviés. Je vous remercie. Et puis, il faudra le savoir, dans la vie, il ne faut jamais avoir de doute. Il ne faut jamais avoir de doute. Comme le disait Eleanor Roosevelt, les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Donc nous ne devons plus hésiter, nous devons être résolus, nous devons être vaillants et nous savons que nous pouvons l'être, nous pouvons mener la Mauritanie loin pour les générations futures. Merci beaucoup.